Si vous nous rejoignez, il y avait Saladin Parnasse qui était avec nous il y a quelques instants. Il vient de repartir parce qu'il prépare évidemment son combat. Il ne faut pas se coucher trop tard quand même. Il est tard déjà là. Je sais pas. En vrai, il a fait 23h30 bien sûr. Ouais, c'est vrai. Faut le souligner, Il prépare le combat le week-end prochain évidemment au KSW à Lyon. Très très grosse semaine qui vous attend sur RMC Sport parce que l'autre événement évidemment c'est l'UFC 315 à Montréal dans la nuit de samedi à dimanche. De toute façon c'est simple, vous ne dormez pas. Samedi soir vous ne dormez pas. Ah non. 19h jusqu'à minuit KSW. Après, à 1h du matin, on prend l'antenne à Montréal. Comme ça, après, vous êtes bien jusqu'à la fin de début de matinée. C'est ce qui s'appelle pour moi un week-end parfait. C'est un samedi normal, je trouve. C'est comme ça tout le temps sur RMC Sport. Hein. Sauf que là, on sera vraiment très proche. Oui, exactement. Et puis, il y aura le combat le plus important de l'année pour les Français à l'UFC. Pour l'instant. Parce qu'on ne sait jamais si Nassour... Nassourdine, je savais que tu allais mettre Nassourdine. Toujours. Manon Fiorot va défier Valentina Shevchenko pour devenir la première Française, hommes et femmes confondus, à devenir championne à l'UFC. Il faut bien se rendre compte aussi, messieurs, de l'enjeu de ce combat dans l'histoire du MMA français. On vous a montré les plus gros combats jusque-là d'un combattant français à l'UFC. Où est-ce que vous le placez, justement, ce combat ? On rappelle qu'il y a seul Cyril Gane qui avait eu un combat pour le titre à l'UFC. Où est-ce que vous le placez, Jalito ? Moi, je le place entre Guy Lewis et Gane John Jones. Je mets Cyril Gane John Jones en premier. OK. Parce que c'est la catégorie la plus... prestigieuse aussi, puis le nom aussi. Exactement, contre John Jones, qui est un des GOAT. Je dis toujours un des parce que voilà, j'ai mon avis là-dessus. Ah, c'est pas le GOAT pour toi, c'est ça ? Non. On va vraiment avoir ce débat parallèle. Ouais, c'est pour ça. Du coup, entre les deux, parce que c'est pour une ceinture, c'est pas pour une ceinture intérimaire. C'est par rapport contre Lewis. C'était une ceinture intérimaire. Et voilà. Franchement, je suis à 2 doigts de le mettre top 1, moi. Tu mettrais... Je pense que je le mets même top 1. En vrai... Devant le Gane Jones ? Ouais, parce que Gane Jones, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le retour d'état de forme de Jones. Jones, c'est le GOAT, mais à l'époque, c'est en 93 kilos. Ouais. Alors que Valentina Shevchenko, c'est la GOAT. C'est la dominante de cette catégorie. C'est la prendre en l'état, avec la ceinture déjà autour de la taille. Donc le contexte, c'est que je trouve que la difficulté, elle est encore plus élevée. Ce qui interpelle quand même, c'est le temps qu'il a fallu aussi à Manon Fiorot pour arriver à avoir cette chance pour le titre. On va quand même rappeler un petit peu le contexte parce que son parcours à Manon, il a été compliqué. En moyenne, c'est un combat par an aussi, Manon Fiorot. Donc évidemment, c'est difficile de se faire sa place. Il y a eu 2 combats annulés à l'UFC Paris en 2022. Puis il y a la victoire face à Serminara, durant laquelle elle se blesse au genou et du coup, derrière, elle met du temps à revenir. Il y a la victoire qui compte ensuite face à Rose Namajunas et ensuite face à Erin Blanchfield. Puis il y a aussi des choses qu'elle ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas là sur cette infographie, mais il y a aussi la trilogie Shevchenko-Grasso à côté, qui fait que forcément ça fait reculer elle dans la hiérarchie. Enfin, ça ne fait pas reculer, mais du coup elle n'avance pas non plus. Est-ce que vous pensez que l'UFC a trop tardé à lui donner cette chance ou pas ? En fait, vu le contexte, je pense que c'est juste ce qui s'est passé. Si on compte les blessures, et puis même, on se rappelle de sa déclaration quand elle gagne à Abu Dhabi, où elle dit encore un combat avant de... Elle-même, elle s'est positionnée. Ouais, je sais pas, c'était un peu délicat de se positionner, de se dire, bon, est-ce qu'elle mérite de prendre un title shot ? Elle-même, elle sait pas. Donc c'était un peu difficile, mais ouais, je trouve que ça met un peu de temps, mais c'est justifié par ce qui s'est passé. Je sais pas comment être... clair pour dire ce que je pense dans ça. C'est logique vu tout le contexte qu'il y avait autour. Voilà. Je trouve que c'est logique. On aurait aimé que ça se passe différemment, qu'elle enchaîne en fait les combats et les victoires. Et je pense qu'elle aurait eu sa chance entre les 2 combats entre Valentina et Grasso. Je pense que ce serait Après, elle booste aussi un petit peu sa cote parce que quand même accrocher Rose Namajunas entre-temps, qui a un gros nom, qui fait partie des gros noms du MMA féminin et des gros noms de l'UFC, ça rajoute encore du crédit à Manon. Et puis ça permet de valider des étapes, tu vois, vraiment aux yeux du grand public. Ce rythme d'un combat par an, alors pas forcément voulu, forcé aussi par les événements, c'est pas trop peu finalement justement aussi pour arriver à exister vraiment aux yeux de l'UFC. Si, mais je pense que l'UFC était vraiment en questionnement sur cette catégorie. Ils ont essayé de tirer en longueur justement ce qui se passait avec Grasso et Shevchenko parce qu'apparemment ça marchait et ça réussissait à créer quelque chose. Je pense qu'ils avaient de bons espoirs dans Namajunas quand ils la font intégrer cette catégorie et Manon vient un peu perturber les plans aussi, donc il faut retrouver quelque chose. Et entre-temps, tu verras, ils ont fait monter beaucoup de filles. Mais ici, Barber notamment, qui je pense va être aussi quelqu'un. Erin Blanchfield, qui a aussi progressé à côté jusqu'à affronter Manon. Donc il y a quand même une logique finalement dans la façon dont ça s'est imbriqué. Clairement, Grasso Shevchenko, ça a trusté très longtemps parce que l'UFC n'avait pas d'autre plan.
En tout cas, Manon et son clan prennent cette chance très au sérieux aujourd'hui. Très gros camp pour préparer le combat. Manon, elle a tourné avec des gros sparring. Regardez un extrait du film RMC Sport à l'éternité ou la nuit, que vous pouvez toujours d'ailleurs retrouver sur YouTube. C'est un des camps un côté les plus difficiles que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de filles et chaque fille est forte dans son domaine. Nelly Bloch, ancienne championne du monde de Muay Thai et de kickboxing, qui avait déjà affronté Valentina Shevchenko par le passé. C'est bien pour Manon de s'entourer comme ça de combattantes venues de divers styles, surtout des styles spécifiques comme ça. Elle aura une idée plus précise du striking de Shevchenko. Bien. C'est parfait ça. Being in the cage with her, the power punch was not expected. It's real power, and it's a knockout power. If you punch her strong, you think she's going to maybe back down a bit. No, she's coming at you with 10,000 more stronger punches and kicks. Like she's coming like a cannonball. Bien, très beau, très beau ça. Et on a également Teresa Bleda qui est venue se parer avec Manon, qui est elle dans le roster de l'UFC. C'est une ancienne championne de l'Octagone avec un palmarès de 7 victoires pour 1 défaite. Ces sparring durs et hyper intenses, ils laissent des traces. Good job, Teresa. Ah, no nose? It's okay. It's normal. Ok. Thank you. Thank you. Prends le temps un petit peu de récupérer. Bon. Oui. C'est important aussi, hein, les gros sparring comme ça avant les combats. On voit Manon, elle se fait mal, elle est dans le dur, mais en même temps, elle le dit, c'est le défi de sa carrière jusque-là. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas le choix. En plus, elle porte l'espoir de tout un pays sur le dos, être la première à gagner une ceinture mondiale à l'UFC. J'espère qu'elle ne nous écoute pas, parce que là, tu viens de lui mettre un coup de pression. Non, je ne mets pas de coup de pression. Je pense qu'elle en est consciente et je pense que c'est quelque chose qui la motive, en fait. Ouais. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de doute à avoir sur Manon qui a un mental à toute épreuve et qui l'a prouvé à plusieurs reprises. Bah ouais, c'est le même sommet en fait en haut de la montagne depuis qu'elle est arrivée à l'UFC, Valentina Shevchenko. Oui, donc c'est comme si elle était programmée, attention le terme, c'est pas un robot. Hein. Elle a toujours eu en ligne de mire. Quoi. Exactement, elle a toujours eu la même photo dans sa chambre avec les fléchettes dessus. Exactement. Quand tu l'as fait avec qui là? Parce que je sens que ça t'inspire cette image. Beaucoup trop de gens. Bon, c'est bien aussi de parler de Valentina Shevchenko parce que c'est aussi mettre en perspective le défi, l'énorme défi qu'attend la Française parce qu'elle se retrouve face à la championne des moins de 57 qui a longtemps été seule dans cette catégorie. Valentina Shevchenko, c'est 7 défenses de titre avant de tomber face à Alexa Grasso, à la surprise générale d'ailleurs à ce moment-là. Au bout de cette trilogie, elle finit quand même par récupérer sa ceinture. Valentina, en fait, je vais reprendre l'expression de Sacha, c'est le boss final de la catégorie. Bah ouais, très clairement. Et elle a affronté Amanda Nunes, qui est la GOAT de la catégorie du dessus. C'est une défaite qui est controversée. Enfin, à un moment donné, s'il n'y a pas cette espèce d'anomalie face à Grasso, elle est partie pour quasi jamais perdre. Hein. Une erreur où elle a voulu showboat, entre guillemets, son coup spécial, son coup de pied retourné. Grasso, elle a attendu ça toute sa vie, elle aussi, parce que tout le monde a regardé Shevchenko. Elle fait pas d'erreur, normalement. Voilà, exactement. Elle a fait une erreur qu'elle a payée, ça lui a coûté cette défaite. Après, c'est aussi la force pour Manon, c'est que Aldric Cassata, depuis qu'il prépare Manon, depuis qu'elle est rentrée à l'UFC, son coach, évidemment, bien sûr, merci de préciser, il prépare ça aussi, et il l'a toujours dit. Lui, c'est un peu le partisan de il y a toujours la bonne stratégie, si elle est exécutée au millimètre, ça passe. Ce qui est pour le coup assez vrai souvent en MMA. Et je pense qu'il prépare ça vraiment comme le braquage comme Prison Break, en fait. Tu vois, il y a un plan, il y a tout ce qu'il faut. Et je pense ils se retrouvent là, à l'endroit où ils doivent être depuis tant d'années, parce qu'ils sont préparés pour arriver jusque-là. C'est exactement ça. Et on parlait justement de cette pression aussi qui pèse sur les épaules de Manon, parce que Valentina Shevchenko, je disais, c'est la championne des moins de 57, mais c'est surtout la numéro 1, pound and pound, toute caté confondue aussi. Et ça veut dire quelque chose, parce que jamais aucun Français n'a affronté le numéro 1 justement de ce classement.
Ça, c'est énorme aussi, mine de rien, et c'est dire le défi qui attend Manon. Hein. Adversité suprême. Ouais, comme tu l'as dit, mathématiquement, tu peux pas faire plus haut. Ouais. C'est ça, le sommet du sommet. Ça veut dire que tu imagines si elle gagne Manon, C'est à la place. Mais c'est un des plus grands exploits du sport français. Ça monte à 98, 3-0 contre le Brésil. C'est un peu ce genre de... Franchement, ouais. Voilà, c'est grave d'accord. Parce que le Brésil gagne la Coupe du Monde en 94, ils sont favoris. Ah, bien sûr. Personne n'attend les Français, à part qui avait un les seul Français sortent Team USA en basket, par exemple. Je pense qu'on est clairement, en sortant du sport du MMA pour aller sur du côté très grand public, on est sur ce genre d'exploit très clairement. Et je pense que si Manon gagne, ça sera vu comme un upset par toute la planète. Il n'y a que nous, les Français, on suit Manon et on lui donne la force et on la supporte. Mais la plupart des gens, ils sont pour Shevchenko, c'est la plus forte. Elle va devoir aussi être un petit peu seule contre tous aussi pour Exactement. arriver à faire tomber Valentina. Comme ça, Ladine. Les deux, ils sont très proches, hein, deux énormes bosseurs, patients, des chemins peut-être un peu plus longs que les autres, peut-être un peu moins exposés. Au final, les mêmes valeurs de travail, de détermination que des perfs. Donc, bon parallèle entre les deux. C'est cool qu'ils partagent la même soirée le 10 mai. Ouais, ce sera le co-main event de cette soirée, de cette UFC 315. La question que l'on se pose sur cette carte à Montréal, c'est de savoir si on y verra ou pas Benoît Saint-Denis. C'est un petit peu notre inquiétude maintenant depuis ce matin. On se demande s'il va être maintenu après le forfait de son adversaire Joël Alvarez. Le clan BSD, en tout cas, s'est envolé pour Montréal. On rappelle qu'on n'a plus vu le Français quand même depuis sa défaite lors de l'UFC Paris face à Renato Moicano. Il y a 2 défaites de rang du coup avec celle face à Dustin Poirier, on en avait beaucoup parlé. C'est suffisant aussi, on va le rappeler, pour que beaucoup enterrent déjà Benoît Saint-Denis. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans le MMA aussi français. C'est ce côté facilité à ériger des gens, à monter les gens sur un piédestal et à les faire redescendre aussi rapidement dès qu'ils perdent. C'est dur aussi ce qui se passe en ce moment pour Benoît Saint-Denis. C'est clair. Après, c'est nouveau le sport, le MMA en France. C'est très récent. Après, c'est très français, comme on dit. C'est très français, mais c'est encore plus vrai dans ce qui est nouveau. C'est-à-dire, si demain, il y a un nouveau sport qui est à la mode, et il y a un Français qui performe, ça va être le meilleur au monde dès qu'il perd. Oh, mais en fait... il est surcoté, voilà, survendu, etc. Tout ça va avec, en fait, alors que... c'est normal, entre guillemets. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui font 15 victoires, 16 victoires de suite, invaincus en carrière, que c'est ça la normalité. Bien au contraire, en fait. Une carrière, c'est fait de haut et de bas. Saladin nous l'a très bien expliqué il y a quelques minutes. Exact. Et en fait, c'est juste s'intégrer dans ce qu'est le top niveau mondial. Et ça se joue à des détails, en fait. C'est de la science, après, c'est du millimètre. C'est là où je voulais en venir. Il perd contre Dustin Poirier. C'est clairement pas un scandale. Tu perds contre Poirier, c'est une légende du sport. C'est quelque chose qui doit être limite... bon. C'est pas cool, mais c'est limite applaudi. En fait, t'étais parti quand même combattre contre Dustin Poirier. Ouais. Que tu perds ou que tu gagnes, ça reste quand même un exploit. Ensuite, contre Renato Moicano, bon, c'était un peu compliqué. Le contexte complet du combat pour lui, pour Benoît, était dur. Il s'était séparé de son coach. Il était tout seul coach de lui-même, en fait, à ce moment-là. Exactement, et il avait dit, il avait expliqué, c'était trop pour lui, trop de gestion aussi. Exactement. Mais sur l'image, les images qu'on voit, il y a carrément son manager est dans son coin. Enfin, c'était Guillaume Pelletier. Ouais. Donc, c'était pas le meilleur contexte. Il voulait vraiment être là pour l'UFC Paris. Renato Moicano, c'est vraiment pas un client facile, avec un très bon sol. Il gagne contre Jalin Turner le combat juste avant. Donc, c'était pas les meilleures conditions pour que Benoît puisse briller. Là, il revient. On ne sait pas du coup s'il va combattre ou pas, mais Joël Alvarez, c'était quand même pas un choix facile. C'est-à-dire qu'il est toujours resté dans le défi et le challenge. Donc, ouais, mais on était défaitiste de ouf, alors qu'il a déjà relevé des défis quand même, tu vois. Après, Alvarez, en fait, c'est parce qu'il est grand. Ouais. Il est problématique. C'est pas un profil. C'est vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué pour moi. C'est le stéréotype du combattant qu'on va dire bourbier, parce que gros finisseur et gros physique, tu vois, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et forcément, par sécurité, tu vas dire, bon... on part perdant. Comme ça, tu auras peut-être de plus belles émotions si tu gagnes. C'était ça. On rappelle qu'il a complètement changé son entourage, Benoît Saint-Denis, avec l'arrivée de Nicolas Hoth, le coach notamment de Nassourdine Imavov. On va voir aussi, on l'espère, sur cette carte à Montréal, les fruits aussi de cette nouvelle collaboration avec Nicolas Hoth, voir si ça peut porter ses fruits déjà. Évidemment, dès qu'on a des infos sur AMC Sport, vous suivez évidemment tous les comptes sur les réseaux sociaux, on vous donnera les toutes dernières infos. Sacha est sur le coup. Genre, c'est moi. Wow. Ok.
Petite restez pression. branchés. Hein. UFC 315, c'est dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Je vous rappelle, dispositif exceptionnel la semaine prochaine avec des émissions de mardi à vendredi tous les soirs pour vous proposer les tout derniers contenus. Il y aura les interviews exclusives des combattants français, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis, leurs adversaires aussi. Il y aura la conférence de presse, la pesée, ça c'est jeudi et vendredi. On sera en direct tous les jours. Sacha aussi, tu seras en direct sur Twitch pour nous faire vivre tout ça. Il y aura beaucoup de contenu et puis on sera ensemble évidemment samedi soir pour le KSW et puis on enchaînera avec le live depuis Montréal. En attendant, l'UFC était dans l'Iowa la nuit dernière, l'UFC Fight Night avec en main event Cory Sandhagen face à l'ancien champion Deiveson Figueiredo. Bonical aussi était de la partie et c'est Oscar Jos. Il a le sourire, Jalito. C'est Oscar Jos qui vous... J'attendais ça depuis tout à l'heure. Je crois que t'es pas le seul. Oscar Jos vous résume toute la soirée. Cette nuit, l'UFC avait rendez-vous à Des Moines, dans l'Iowa, à une semaine du 315. Mason Jones et Jeremy Stephens ouvraient la carte principale avec, pour ce dernier, un record à la clé, le plus grand nombre de défaites à l'UFC. Dans un joli combat, Jones a d'abord dominé debout, puis au sol. 19e défaite logique dans la Ligue reine pour Stephens, qui égale là le record de Clay Guida. Chez les poids coqs, Montel Jackson a effacé le 0 de Daniel Marcos dans un combat plutôt ennuyant. Puis la soirée a gagné en intérêt, mais aussi en spectacle, grâce à Santiago Ponzinibbio et Daniel Rodriguez. Une alerte en fin de premier round pour le Brésilien. Il lui reste 50 secondes, il a le temps. Ouh là là, ça touche, c'est très large, mais ça touche. Et là, il a besoin de récupérer Ponzinibbio. Je pense que s'il le touche plein pour une seule fois, là, ça va être compliqué pour Ponzinibbio. Avant de définitivement tomber dans le troisième. Il y a moins de prise d'initiative de sa part. Même s'il a fait mentir avec cette combinaison, le mec qui tapis. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça m'en prendra la prochaine fois. Il a pris l'initiative pile au bon moment. Ouh là là, il est pas bien. Ponzinibbio, il a voulu protester, il proteste encore, mais il voit bien qu'il n'a pas ses jambes parce qu'il n'est pas lucide, tout simplement. Et il va comprendre que l'arrêt, il est parfaitement à propos. Ouh là 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 là. Il a tout donné sur cette accélération. Dans le co-main event, Bonical rêvait du top 15 face à Rainer de Rieder. L'invaincu a voulu emmener le combat au sol, mais s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas le dessus. Premier round perdu, deuxième round même pas terminé. Là avant de repartir, il en profite de Rieder pour travailler au corps. Il aime pas les coups là qu'il prend. Il est touché au corps. Il est touché au corps à mon avis, Bonical. Il est touché en bas. Et il est touché en haut aussi maintenant. Et c'est incroyable. Ouais, le genou super, magnifique le genou direct, c'est terminé. Quelle performance de Rieder. Wow. Il éteint la hype de Bonical aujourd'hui des Rieder. C'est exactement ce qu'il a fait. Trouvez les mots, hein, Baba. Il a éteint la hype. Il était à 7-0, Bonical, rendez-vous compte. Enfin, le dernier combat de la soirée opposait Sandhagen à Figueiredo. Tous deux voulaient se replacer dans la course au titre des moins de 61 kg. 5 premières minutes dominées par l'Américain avec 31 coups significatifs à 2. Souvent au-dessus de son adversaire, Sandhagen a envoyé de belles frappes. Mais ce n'est pas avec violence qu'il est venu à bout du Brésilien. Sur une position inconfortable, le genou de Figueiredo lâche et oblige l'arbitre à mettre fin au combat. N'est pas Faresiam qui veut. À 37 ans, sa sortie de l'octogone ne pourrait pas être qu'un au revoir. C'est dur quand même de terminer sur cette image de Figueiredo. Toi, c'est la défaite de Bonical qui t'a fait plaisir, toi. Oui. Pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que je sais que tu vas dire que c'est le fraud check que t'attendais. Ouais, en vrai, ouais. Mais en fait, c'est même pas une question que j'ai pas de problème. C'est pas contre lui en soi. C'est pas contre Bonical. Bon, quoique si, un tout petit peu, dans le fond du fond. Mais c'est ce qu'on en a fait. Certes, c'est un formidable lutteur, avec un palmarès exceptionnel. Aux États-Unis, je pense que tu peux pas faire mieux. Penn State, etc. Je vais pas faire son palmarès ici. Mais quand il est arrivé à l'UFC, il a eu quelques petites performances, dont une où il met un KO et ça y est, c'était devenu... La hype est montée très vite. Hein. Ça m'étonnerait pas, il a quand même dit, ça m'étonnerait pas d'être favori contre Khamzat avec, tu sais, les cotes américaines, à moins 1000. Donc, les experts donc c'est une cote à 10 ou... Ils le vendent comme le mec qui va nettoyer la catégorie des 84 kg. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun doute, parce qu'en plus, eux, tu sais, ils sont très chauvins. C'est la lutte américaine au-dessus de tout le monde. Ils se sont dit, il n'y a jamais personne qui va rivaliser avec Bonical s'il apprend le MMA. Et là, t'as le Hollandais volant qui est arrivé. Il a calmé tout le monde. On rappelle qu'Anthony Sterpini... Il a régulé le marché, j'ai envie de dire. Anthony Sterpini nous avait présenté son adversaire. Il croyait en lui. Voilà, il y a un homme qui a cru. Mais qui continue de monter dans cette caté des Rieder. Alors qu'il a fait un début
très flippant. On est totalement d'accord. Contre Merchert, se faire outstriker par Merchert, c'est... Ça partait pas bien, là. Je sais qu'Anto, ce combat-là, il a une petite goutte. Là, il parade un peu dans l'arène. Et si c'était pas une stratégie, tu sais, le mec qui arrive, on sait pas, et au final, il éteint tout le monde. C'est ça. Et là... Il progresse, hein. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il... Bon, après, il a dit un truc aberrant. Il a dit, là, j'ai pris le meilleur lutteur américain. Là, je veux le meilleur striker américain. Donnez-moi Strickland. Bien sûr. On va peut-être se calmer quand même un petit peu. Doucement. Bon, messieurs, on va terminer rapidement avec l'Hexagone MMA 28. C'était hier soir aux Pays-Bas à La Haye. Principale info à retenir, Sacha, c'est la nouvelle victoire de Théo Ulrich. Toujours invaincu. 5e combat. Et 5e victoire pour le Français. TKO dans le 2e round. Il nous a régalé et un adversaire qui prenait bien les coups pendant un moment, qui a mis un knockdown aussi à Théo, qui va toucher les fesses par terre pour la première fois, je pense, depuis qu'il est pro. Mais finalement, c'est toujours la même méthode. À la fin, c'est lui qui vous détruit, c'est lui qui vous finit. Et franchement, grosse force à lui. Gros travail de sapin, quand même. C'est chez Théo Ulrich, il frappe jusqu'à ce que... Ouais, belle boxe, toujours ce bras avant, le bras arrière qui vient finir les travaux, beaucoup de travail contre la cage en coup de genou. C'est vraiment, ça commence à être ses ingrédients clés. J'ai pu parler avec lui juste avant le fight. Il regardait Rakhmonov Gary. Je sais qu'il regarde beaucoup Yann Gary, dont on a parlé la semaine dernière, le combattant irlandais qui secoue un petit peu la catégorie 77 kilos. Et c'est vrai qu'il commence à avoir des similitudes dans l'occupation de la cage, etc. Donc moi, j'aime bien ce qu'il propose. Toujours combattant à suivre, mais trop méconnu à mon goût encore. En éternelle progression, mais ça va venir. Mais tant mieux, tu sais, j'ai envie de te dire quoi, qu'il enchaîne les victoires comme ça, là où les gens font pas attention. Ouais. Et après, il va faire une perf qui va faire... Exactement. Comme ça, il construit son palmarès et c'est plus vendeur. Quand là, il a quoi, 5-0 5 combats, 5 victoires, 4 par KO. Voilà, donc imagine dans 5 combats encore ce que ça va donner s'il continue sur ce chemin-là. Un rendez-vous boxe, messieurs, cette nuit sur RMC Sport. On ne se couche pas encore, on peut rester réveillé. Ça se passe à la T-Mobile Arena de Las Vegas. C'est le prodige japonais de la boxe, exactement, Naoya Inoue, qui défie Ramon Cardenas. Loin de chez lui, Inoue est-il toujours invincible? On va bientôt le savoir sur RMC Sport. Le dieu vivant japonais de la boxe s'envole pour les États-Unis, où l'attend un énorme danger. Ramon Cardenas. Le premier knockdown. Incroyable ce combat. C'est à ce prix qu'il deviendra vraiment une star mondiale. Championnat du monde Supercoq, Inoue Cardenas, cette nuit en direct sur RMC Sport Live 2. Voilà pour le beau programme qui vous attend. Merci beaucoup, messieurs. Très belle émission avec Saladin Parnasse qui était avec nous tout à l'heure. Si vous l'avez manqué, vous rendez-vous sur YouTube. L'émission sera à retrouver entièrement, évidemment. Merci, Sacha. Merci. Sur l'appli RMC Sport aussi, le replay important. Et dans le chat, je vais vous prendre quelques noms. Il y en a ceux qui habitent idéalement vers Lyon. Vous avez gagné des places pour le KSW. J'en dis pas plus. C'est cadeau. Tu balances des trucs comme ça? Ouais, moi, je suis dans le don, moi. Je suis dans le partage, je veux démocratiser encore, voilà. Mentalité BSD par Euro. Non, toi, t'es l'esprit de Noël, c'est toute l'année, en fait. Ouais, un peu aussi. Il offre des cadeaux à tout. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci à Tristan Tessier, Anthony Sterpignos, Carjos à l'édition aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ce sera Sacha, la semaine prochaine, qui présentera l'émission. 22h30, t'es pas au courant? Ah bah voilà. C'est super. Rendez-vous dimanche prochain. 22h30, dimanche prochain. Énorme émission à venir, évidemment, avec le débrief de cette UFC 315, le débrief du KSW avec Saladin Parnasse. Jalito sera présent, évidemment. Et puis nous, on se retrouve toute la semaine avec, on vous le rappelle, des émissions tous les soirs à partir de mardi, 21h, mardi et mercredi. Jeudi et vendredi, ce sera à 23h pour suivre la pesée et la conférence de presse en direct. On va tout reposer en direct de Montréal. Merci à tous. Très belle soirée à vous. Merci Flora. Restez bien sur RMC Sport. Les sports de combat ne s'arrêtent jamais. Ciao.